L'effondrement d'Eldritch ne débuta pas avec les premières détonations orbitales, mais dans les salles capitulaires de Rindsworld, lorsque le maître de chapitre Grimaldus apprit qu'il ne mourrait pas aux côtés de ses frères contre la War principale, mais serait exilé vers une ruche condamnée pour y accomplir un devoir sans gloire ni témoin. La désignation fut prononcée comme sentence, gardien d'une cité vouée à l'anéantissement, symbole vivant d'une guerre que l'Imperium avait déjà perdue dans les calculs stratosphériques, où les mondes se mesurent en valeur extractive et les populations en unités remplaçables. Eldritch n'était pas une forteresse à défendre, mais un théorème à démontrer, la preuve que même dans l'agonie finale, la doctrine impériale exige la combustion totale de toute ressource humaine et matérielle avant la capitulation. Les temples manufactures qui couvraient ses flancs produisaient encore des munitions pour des régiments déjà désintégrés, et ces spires abritaient des millions d'âmes dont l'existence administrative avait cessé d'être actualisée depuis des décennies. Grimaldus portait l'armure noire du reclusiarche, sans comprendre encore qu'il n'était pas venu prêcher la foi aux défenseurs, mais administrer les derniers sacrements à une civilisation qui avait déjà expiré dans tout registre impérial, sauf celui, implacable et définitif, de la mémoire. Grimaldus descendit dans Eldritch par rampe d'assaut gravitationnelle, traversant une stratosphère saturée de particules incandescentes qui n'étaient plus tout à fait des débris orbitaux ni encore des cadavres atomisés, mais cette matière intermédiaire que génèrent les guerres planétaires lorsque la distinction entre infrastructure et organisme cesse d'avoir pertinence administrative. Les cogitateurs d'approche projetaient des données de peuplement obsolètes de 14 années, cartographie devenue mensonge, par l'érosion du temps et l'indifférence bureaucratique, si bien que l'escouade atterrit dans ce qui était référencé comme district, manufactorum, tertius, mais ne demeurait qu'un champ de fondation où des millions d'humains avaient déjà accompli leur transition vers l'inexistence sans que nul registre impérial n'ait jugé nécessaire d'actualiser leur statut. La cité s'étendait sous lui comme un organisme malade dont l'agonie s'était normalisée au point de devenir mode opératoire. Ces spires encroûtées de plaques de pollution fossilisées qui portaient les motifs de prières millénaires, ces artères de transit obstruées par des sanctuaires érigés sur des désastres oubliés, puis habitées par des populations qui ne connaissaient plus le désastre originel, mais perpétuaient le culte par tradition aveugle. Nerovar, capitaine de la garde d'acier d'Armageddon, attendait au point de rendez-vous avec cette immobilité spécifique aux officiers qui ont compris que leur commandement ne constitue plus qu'une fiction administrative maintenue pour éviter le chaos total, et son salut contenait cette lassitude que seuls développent les hommes ayant survécu à suffisamment de sièges pour ne plus distinguer victoire et défaite dans leur substance métaphysique. Il ne demanda pas de renfort, ne formula aucune stratégie, se contenta de transmettre les coordonnées des positions défensives comme on récite une liturgie vidée de sens par répétition mécanique. Les défenses d'Eldritch n'avaient jamais été conçues contre une invasion, mais contre les émeutes internes, ces soulèvements cycliques de populations ouvrières qui, après des générations de mutations par toxines industrielles, cessaient de reconnaître leur propre asservissement comme volonté divine et devaient être purgés avec cette efficacité que seule permet la géographie urbaine quand elle est pensée comme instrument de contrôle. Grimaldus observait les lignes de tir préétablies et comprenait qu'elles visaient vers l'intérieur, que chaque bunker avait été positionné pour massacrer des civils impériaux avant tout envahisseur Xénos. Réalisation qui n'altérait en rien sa détermination, mais l'informait sur la nature véritable de ce qu'il était venu accomplir. Les rapports de reconnaissance décrivaient l'approche de la War comme phénomène météorologique plutôt que militaire, nuage de spores et vrombissement tectonique qui précédait l'émergence, transformation du paysage lui-même en avant-garde invasive. Priamus, le plus jeune de son escouade, demanda combien d'ennemis ils affronteraient, question qui trahissait une incompréhension fondamentale de ce que signifiait combattre les orques sur un monde forge dont la pollution avait rendu l'atmosphère fertile pour leur biologie primitive.
Grimaldus ne répondit pas directement mais désigna l'horizon où les manufactures continuaient de cracher leur fumée, expliquant que chaque particule métallique, chaque toxine, chaque effluent constituait désormais de la nourriture pour une forme de vie qui métabolisait la guerre elle-même, que le nombre d'ennemis n'était pas une quantité fixe, mais une fonction exponentielle de la durée du conflit. L'Imperium avait transformé Armageddon en paradis pour ses propres assassins, et cette ironie ne méritait même pas d'être formulée comme accusation, tant elle découlait naturellement de la logique impériale où chaque solution génère inévitablement le désastre qu'elle prétendait prévenir. Les premières incursions ne ressemblaient pas aux invasions codifiées dans les manuels tacticaux, mais à des éruptions telluriques, la croûte urbaine se fracturant pour libérer des marées vertes, qui semblaient moins jaillir du sol que s'en condenser. Comme si la pollution centenaire d'Elsrich avait finalement atteint la masse critique nécessaire pour générer de la conscience belliqueuse. Grimaldus établit son commandement dans le temple du Libérateur mourant, sanctuaire édifié sur les ruines d'une précédente catastrophe, dont la nature exacte avait été effacée des archives, mais dont les fresques dépeignaient des silhouettes consumées dans des flammes qui pouvaient aussi bien être purificatrices que punitives, ambiguïté théologique que personne n'avait jamais jugé nécessaire de résoudre. Les sous-sols recelaient des ossuaires non répertoriés, où des milliers de squelettes portaient encore les menottes de servitude pénitente, suggérant que le temple avait servi de centre de rééducation avant sa sanctification, transformation architecturale, qui ne constituait pas une rédemption, mais une simple réaffectation bureaucratique de l'espace dédié à la souffrance. Artarion supervisait le déploiement des serviteurs de combat, ces amalgames de chair condamnée et de machinerie sacrée qui formaient la main-d'œuvre militaire, lorsque les humains vivants devenaient trop précieux pour être gaspillés dans des tâches ne requérant aucune initiative. Ils se mouvaient avec cette coordination horrible des organismes privés de volonté, mais non de sensation. Et Grimaldus se demandait si leur lobotomisation était suffisamment profonde pour leur épargner la terreur de ce qu'ils allaient affronter. Question qu'il s'interdit immédiatement, car elle impliquait une compassion dont l'exercice constituerait une forme de blasphème contre leur fonction sacrée. La machinerie de guerre impériale reposait sur le principe que certains êtres devaient être déchus de leur humanité pour servir l'humanité elle-même. Paradoxe que la théologie impériale résolvait en affirmant que l'existence physique importait moins que la contribution à l'impérium éternel. Logique circulaire qui justifiait toute atrocité pourvu qu'elle soit administrative. Les civils convergèrent vers le temple non par stratégie, mais par instinct ancestral. Cette mémoire collective qui fait que les populations opprimées cherchent refuge dans les structures mêmes de leur oppression lorsque survient une menace extérieure. Ils apportaient leurs icônes personnelles, statuettes de saints, dont les noms avaient été oubliés, mais dont les visages torturés demeuraient familiers, objets de dévotion transmis à travers des générations qui n'avaient jamais questionné pourquoi. Leur divinité protectrice était toute représentée en état d'agonie terminale. Une femme portait un enfant mort depuis suffisamment longtemps pour que la décomposition ait momifié le corps, refusant d'abandonner ce qui était manifestement devenu relique, plutôt que progéniture, et nul parmi les défenseurs ne la força à déposer son fardeau, car chacun comprenait que dans l'économie spirituelle d'Elsrich, les morts non enterrés possédaient peut-être plus de valeur que les vivants sans fonction. Andrej, prêtre attaché au régiment de Nerovar, prêchait depuis une estrade improvisée avec cette véhémence spécifique aux clercs qui ont perdu la foi, mais continuent d'exercer leur ministère par incapacité à concevoir une alternative existentielle. Ces sermons décrivaient la souffrance comme monnaie d'échange avec laquelle l'humanité achetait sa survie collective, théologie qui transformait chaque mort en transaction commerciale et chaque survivant en débiteur perpétuel. Grimaldus écoutait sans intervenir, reconnaissant dans cette rhétorique la même architecture idéologique qui soutenait l'ensemble de l'impérium, système où la douleur elle-même était devenue infrastructure métaphysique, fondation sur laquelle reposait un empire qui ne pouvait admettre que sa cruauté était arbitraire et devait donc la sanctifier comme nécessité cosmique. Les premières détonations résonnèrent au crépuscule,
bien que crépuscule soit terme inadéquat pour décrire la transition entre deux états de pénombre différenciés uniquement par l'angle de filtration de la lumière solaire à travers les fumées industrielles. Les orques pilonnaient les districts extérieurs, non pour détruire les défenses, mais par jubilation pure, expression de leur métaphysique brutale, où la destruction constituait sa propre justification. Philosophie qui, dans sa simplicité terrifiante, ressemblait troublement à celle de l'impérium lui-même, une fois dépouillé de sa sophistication rhétorique. Les murs tremblaient, selon des fréquences qui suggéraient non des impacts balistiques, mais des rythmes, tambours de guerre ou machinerie de siège, dont le fonctionnement était devenu indiscernable de la musique tribale, fusion du technique et du primitif, qui caractérisait une espèce ayant atteint le voyage stellaire sans jamais développer de civilisation au sens où l'impérium concevait ce terme. Le district atelier de Godwyn se désintégrait selon une chronologie que nul stratège n'avait anticipée, non par bombardement concentré mais par infiltration mycélienne, les spores xénos ayant colonisé les systèmes de ventilation jusqu'à transformer l'infrastructure elle-même en organe respiratoire ennemi. Les ouvriers qui avaient dépassé leur existence à forger des pièces de titans succombaient à des infections fongiques qui dissolvaient leurs poumons de l'intérieur tout en préservant leur capacité motrice, créant des semaines d'agonie productive durant lesquelles ils continuaient d'assembler des composants pour des machines qui ne seraient jamais achevées. Contribution finale à un effort de guerre qui les consumait littéralement. Grimaldus ordonna la purge atmosphérique du secteur, décision qui équivalait à condamner 300 000 âmes par asphyxie avant que les flammes prométhium n'achèvent la stérilisation. Et il prononça cette sentence avec la même neutralité tonale qu'il aurait employée pour demander des munitions supplémentaires, car permettre à l'émotion d'infiltrer le commandement constituait une forme de contagion aussi létale que les spores qu'il combattait. Barasat, tech-marine de son escouade, rapportait que les manufactures continuaient de fonctionner en mode automatisé, malgré l'évacuation. Serviteurs lobotomisaient maintenant la production selon des quotas établis avant l'invasion et jamais révisés. Absurdité bureaucratique qui générait des millions de cartouches déposées méthodiquement dans des entrepôts désormais occupés par l'ennemi. Cette perpétuation mécanique de la logique impériale au-delà de toute rationalité tactique révélait quelque chose de fondamental sur la nature de l'impérium. Il s'agissait moins d'un empire gouverné par des humains que d'une machine cosmique utilisant l'humanité comme fluide opérationnel, système où la vie individuelle n'avait de sens qu'en tant que paramètre dans des équations qui continueraient de se résoudre longtemps après l'extinction de tous ceux qui les avaient formulées. Les serviteurs accomplissaient leur devoir avec cette perfection horrible des êtres dépourvus de capacité à comprendre l'inutilité. Et Grimaldus se demandait si cette condition ne représentait pas une forme supérieure d'existence dans un univers où la compréhension ne générait que des espoirs. Zara commandait les milices civiles avec une compétence qui trahissait une formation militaire antérieure jamais consignée dans son dossier administratif. Anomalie, suggérant soit une désertion pardonnée, soit une réaffectation disciplinaire dont les détails avaient été expurgés pour des raisons que nul ne jugerait prudent d'investiguer. Elle organisait les défenseurs non professionnels en unités fonctionnelles par simple force de volonté, transformant des populations habituées à l'obéissance passive en combattants capables d'initiatives tactiques limitées. Alchimie sociale qui contredisait la doctrine impériale, affirmant que le commandement ne pouvait émaner que de lignées aristocratiques ou d'institutions sanctifiées. Les hommes et femmes sous ses ordres combattaient avec l'acharnement particulier de ceux qui défendent non l'impérium abstrait mais les ruelles spécifiques où ils avaient grandi, loyauté géographique plutôt qu'idéologique, forme de patriotisme que les commissaires considéraient avec suspicion car elle ne nécessitait aucune théologie pour se maintenir et pouvait donc survivre à l'effondrement des structures impériales elles-mêmes. Les nuits apportaient un silence plus terrifiant que les combats diurnes, interruption des hostilités qui ne résultaient d'aucun accord tacite mais de processus biologiques, xénos, encore mal compris, les orques se retirant dans leur campement non pour se reposer, mais pour accomplir des métamorphoses génétiques accélérées par le conflit lui-même.
Les augures détectaient des fluctuations de masse organique suggérant que certains spécimens grossissaient de plusieurs centaines de kilogrammes durant ces périodes nocturnes. Croissance alimentée par des mécanismes photosynthétiques inversés qui métabolisaient l'obscurité et la violence résiduelle en tissu musculaire additionnel. Grimaldus étudiait ces rapports et comprenait qu'il ne combattait pas une armée au sens conventionnel, mais un écosystème belligérant, forme de vie collective, où chaque individu constituait simultanément soldat, usine de reproduction et archives génétiques, efficacité évolutionnaire qui rendait presque pathétique l'infrastructure logistique impériale avec ses chaînes d'approvisionnement vulnérables et ses hiérarchies rigides. Priamus perdit son casque lors d'un assaut dans les catacombes souterraines, l'âme orque ayant fracturé les seaux d'étanchéité et exposé son visage à l'atmosphère toxique qui avait tué des millions de travailleurs sur des générations. Il survécut grâce aux augmentations génétiques qui faisèrent de lui un post-humain, mais l'expérience lui permit de respirer directement l'air qu'inhalaient les citoyens ordinaires, mélange de métaux lourds et de composés organiques en décomposition qui brûlaient les poumons, même à travers les filtres biologiques améliorés. Cette brève communion avec les conditions existentielles de l'humanité baseline provoqua chez lui une compréhension viscérale de ce que signifiait vivre à Ellsreach. Chaque respiration constituait un acte de suicide différé. Chaque journée de travail manufacturait sa propre mort progressive. Et la seule différence entre citoyen et cadavre résidait dans le délai, avant que l'accumulation toxique n'atteigne le seuil létal. Les populations impériales n'habitèrent pas leur monde. Elles les subissaient, distinction que la rhétorique impériale effaçait en présentant la souffrance endémique comme sacrifice volontaire plutôt que meurtre administratif institutionnalisé. Les transmissions avec le commandement orbital devenaient sporadiques, non par interférence ennemie, mais par désintérêt stratosphérique. Les amiraux, ayant apparemment conclu qu'Ellsreach ne méritait plus l'allocation de bandes passantes Vox maintenant que son destin était scellé dans tous les scénarios de modélisation tactique. L'abandon communicationnel ne fut jamais formellement annoncé, mais s'établit par dégradation progressive des intervalles de réponse, chaque requête de Grimaldus rencontrant des silences de plus en plus prolongés jusqu'à ce que devienne évidente la réalité que le commandement orbital avait cessé de considérer Ellsreach comme théâtre d'opération actif et l'avait reclassifié en zone de sacrifice calculé, territoire où les ressources investies ne visaient plus la victoire, mais la maximisation du temps d'agonie pour fixer les forces exénos et retarder leur redéploiement vers des cibles jugées préservables. Cette comptabilité morbide transformait chaque défenseur en unité temporelle plutôt qu'humaine, leur valeur mesurée non en capacité combative, mais en heures d'existence, qu'ils pouvaient vendre avant annihilation complète. Grimaldus comprenait cette logique sans l'accepter, distinction cruciale qui séparait la compréhension tactique du consentement moral, et il choisit de ne pas partager cette réalisation avec ses hommes, car certaines vérités détruisaient la volonté combative plus efficacement que n'importe quelle arme ennemie. Le Titan Godwin's Fury occupait la place centrale du District Temple comme idole mécanique dont le culte avait précédé puis survécu à sa fonction militaire. Génération de technoprêtres ayant maintenu ces systèmes dans un état de préparation permanente qui n'avait jamais débouché sur activation réelle tant l'infrastructure de support nécessaire à son déploiement s'était désintégrée au fil des siècles de négligence administrative. Sa présence constituait moins un atout tactique qu'un symbole théologique, incarnation métallique du principe impérial, selon lequel la forme importait davantage que la fonction, l'apparence de puissance suffisant à maintenir l'ordre social, même lorsque cette puissance n'était plus qu'illusion architecturale. Les technoprêtres qui le gardaient avaient développé des rituels d'entretien si élaborés qu'ils avaient oublié les procédures opérationnelles réelles, liturgie ayant remplacé connaissances techniques, et leurs prières devant les réacteurs dormants exprimaient davantage d'espoir mystique que de compréhension mécanique. Grimaldus ordonna néanmoins sa réactivation, non par optimisme tactique, mais parce que permettre au symbole de rester inerte équivaudrait à admettre publiquement la futilité de la défense, et dans l'économie morale d'un siège, l'illusion possédait parfois plus de valeur que la réalité. Le réveil du Titan s'accompagna de manifestations que nul manuel technique ne prévoyait.
ces systèmes ayant développé durant leur sommeil séculaire des comportements émergents que les Mechanicus interprétaient comme signes d'esprit-machine éveillé, mais qui ressemblaient davantage à dysfonctionnements neurologiques d'une intelligence artificielle ayant sombré dans une forme de démence par isolation sensorielle prolongée. Ces armes ciblaient des menaces fantômes détectées par des augures calibrés pour des paramètres atmosphériques n'existant plus depuis des générations, et sa locomotion suivait des schémas de patrouille obsolètes qui l'amenaient à piétiner des structures civiles devenues invisibles dans ses archives cartographiques périmées. Les technoprêtres célébraient ces aberrations comme manifestations de volonté divine, plutôt que bugs logiciels, réinterprétation théologique de la défaillance technique qui caractérisait l'approche impériale de toute technologie dépassant la compréhension de ses utilisateurs. Grimaldus observait cette danse mécanique chaotique et reconnaissait dans le Titan une métaphore parfaite de l'impérium lui-même. Colosse archaïque animé par des systèmes qu'il ne comprenait plus, accomplissant des missions conçues pour des guerres oubliées, détruisant aveuglément amis et ennemis selon des protocoles que nul ne pouvait modifier, car nul ne savait plus où résidait le code source de ses convictions. Les orques réagirent à l'activation du Titan avec une joie qui confirmait leur incompréhensibilité fondamentale, intensifiant leurs assauts, non par peur du nouveau threat, mais par excitation devant la perspective d'affronter une cible digne, inversion totale de la psychologie humaine, où la menace accrue provoquait l'enthousiasme plutôt que la terreur. Leurs gargants émergèrent des zones industrielles occupées, constructions impossibles assemblées à partir de débris qui n'auraient jamais dû pouvoir supporter leur propre masse, défiant les lois physiques par simple refus collectif d'accepter que ces lois s'appliquaient à eux. Le duel qui s'ensuivit ne ressemblait à aucun engagement mécanisé documenté dans les archives militaires impériales. Les deux colosses s'affrontant avec une violence qui transcendait la tactique, pour devenir rituel primordial. Combat de divinité tribale, observé par des millions d'êtres dont l'existence même dépendait d'un résultat qu'ils ne pouvaient influencer. Godwin's Fury périt non par destruction, mais par épuisement de système, jamais conçu pour fonctionner dans les conditions atmosphériques actuelles d'Eldreach. Ces réacteurs s'éteignant l'un après l'autre comme organes d'un mourant succombant à défaillance en cascade. Il s'effondra à travers 6 niveaux de structures urbaines, chute qui ensevelit des dizaines de milliers de réfugiés abrités dans les sous-niveaux, et ce massacre accidentel ne fut jamais comptabilisé séparément des pertes de combat car la bureaucratie impériale ne distinguait pas entre mort par l'ennemi et mort par dysfonctionnement allié, toutes deux étant simplement catégorisées comme pertes acceptables dans la poursuite d'objectifs stratégiques. Les technoprêtres, qui avaient consacré leur existence aux titans, se suicidèrent rituellement plutôt que de survivre à leur charge, acte que Grimaldus ne chercha pas à prévenir, car il reconnaissait dans leur désespoir une forme d'intégrité absente de la flexibilité morale qu'exigeait la survie prolongée dans l'enfer qu'était devenu Eldreach. Artarion récupéra les enregistrements du Titan avant que les flammes ne consument son sanctuaire neural, archives contenant des millénaires de données de combat qui révélaient que Godwin's Fury avait participé à l'extermination de populations humaines rebelles bien plus fréquemment qu'à la défense contre des Xénos, son existence ayant été principalement dédiée au massacre de ses propres créateurs, lorsque ceux-ci commettèrent le crime de questionner leur servitude. Les enregistrements révélaient une guerre civile effacée des chroniques officielles, conflit durant lequel Eldreach elle-même s'était soulevée contre l'autorité planétaire pour des raisons que les archives avaient remplacées par des codes d'erreur, laissant seulement les données balistiques montrant que Godwin's Fury avait méthodiquement rasé des districts entiers, pendant que leurs habitants scandaient des slogans dont les phonèmes avaient été purgés des mémoires audio, mais dont les patterns de fréquence suggéraient des revendications d'autonomie ou de dignité. Concept suffisamment dangereux pour justifier leur oblitération même sous forme acoustique. Cette découverte transformait rétrospectivement la vénération dont le Titan avait fait l'objet en obscénité involontaire, les populations priant devant l'instrument exact de leur génocide ancestral, amnésie collective si profonde qu'elle avait transmué le bourreau en protecteur sans que personne ne perçoive la contradiction. Grimaldus
ordonna la destruction des archives, non par désir de préserver l'illusion, mais parce que leur diffusion provoquerait un effondrement moral que les défenseurs ne pouvaient se permettre. Choix qui faisait de lui complice posthume du massacre originel en perpétuant le mensonge nécessaire à la continuation du combat. Les lignes défensives se rétractaient désormais selon une géométrie non planifiée, chaque repli dicté par l'épuisement local plutôt que par directive stratégique, fragmentation du commandement qui transformait la bataille en milliers de sièges microscopiques menés simultanément sans coordination globale. Zara tenait un carrefour d'approvisionnement avec une compagnie de miliciens qui n'avaient plus reçu d'ordre depuis 8 jours, mais continuaient de combattre par absence d'alternatives conceptuelles. Leur univers mental s'étant rétréci aux dimensions exactes de leur périmètre défensif, au point qu'ils ne pouvaient plus concevoir d'existence au-delà de ces barricades. Elle administrait les munitions avec une parcimonie qui forçait ses hommes à choisir leurs cibles selon des critères de rentabilité économique plutôt que de menaces immédiates. Calcul qui transformait le combat en exercice comptable où chaque cartouche dépensée devait justifier son coût en biomasse ennemie neutralisée. Cette rationalisation marchande de la violence révélait comment la logique impériale infectait même les niveaux tactiques les plus élémentaires, réduisant la guerre à transaction, où la mort elle-même devenait monnaie dont il fallait optimiser les dépenses. Andrzej prêchait maintenant depuis les fortifications mêmes, ayant abandonné son estrade pour rejoindre les combattants dans leur position. Transition qui marquait non une radicalisation de sa foi, mais son effondrement final en simple présence physique, dépourvue de contenu théologique. Ses sermons s'étaient simplifiés jusqu'à devenir répétitions mécaniques de formules dont il avait oublié la signification. Mantra prononcé non pour inspirer, mais pour remplir le silence insupportable entre les vagues d'assaut. Les soldats écoutaient sans vraiment entendre, ses paroles devenues simple bruit de fond rassurant par sa familiarité plutôt que par son message, réduction de la religion à fonction purement acoustique qui exposait la vérité que Grimaldus avait toujours soupçonnée. La foi impériale servait moins à connecter l'humanité au divin qu'à générer un environnement sonore masquant le vide métaphysique au centre de leur existence. Lorsqu'un obus orc décapita Andrzej à mi-sermon, ses fidèles complétèrent automatiquement la litanie interrompue avant de reprendre le combat, preuve que le prêtre était devenu entièrement superflu à sa propre liturgie. Le district refuge de Heronswall céda non par assaut frontal, mais par trahison structurelle. Les fondations minées par des siècles d'extraction clandestine de métaux rares ayant créé un réseau de vide souterrain que nul schéma architectural ne documentait, legs des gangs industriels ayant pillé leur propre infrastructure pour revendre les matériaux au marché noir dans une époque où la survie immédiate avait primé sur la stabilité à long terme. Les orcs découvrirent un de ces tunnels, par accident ou instinct, et remontèrent à travers le sous-sol comme infection, remontant le système lymphatique. Émergence qui transforma instantanément l'espace défensif en piège mortel pour ses propres occupants. Grimaldus ordonna l'évacuation, mais les civils réfugiés dans les niveaux inférieurs ne reçurent jamais la transmission, Systems Vox ayant été vendu pour pièces des années auparavant par des administrateurs cherchant à combler des déficits budgétaires fictifs. Corruption si banale qu'elle n'avait même pas été signalée comme crime, mais simplement enregistrée comme réallocation de ressources. 30 000 âmes périrent dans l'ignorance complète de l'ordre d'évacuation qui aurait pu les sauver, leur mort résultant moins de la guerre que de la négligence administrative accumulée sur des générations, strates de petites trahisons bureaucratiques dont l'addition finale produisait des massacres que nul individu ne pouvait être tenu responsable d'avoir causés. Priamus découvrit dans les décombres une salle de classe préservée par hasard architectural, pupitre aligné face à un tableau portant encore les équations que des enfants avaient copiées le jour où les spores orcs avaient commencé leur germination. Leçon interrompue qui ne serait jamais complétée. Les manuels scolaires enseignaient une version de l'histoire impériale, si divergente de la réalité, que Priamus se demandait s'il s'agissait de propagande délibérée ou si les auteurs avaient sincèrement cru leurs propres mensonges. Distinction importante car elle séparait la manipulation cynique de l'auto-illusion collective. Cette dernière étant bien plus difficile à combattre car elle ne nécessitait aucun conspirateur conscient pour se perpétuer.
Les enfants d'Elsrich avaient appris que l'Imperium protégeait ses citoyens, que l'empereur veillait personnellement sur chaque âme humaine, que la souffrance était temporaire et la récompense éternelle. Triptyque de mensonges, si fondamental à la cohésion sociale impériale, que leur réfutation équivaudrait à détruire les fondations psychologiques sur lesquelles reposait la collaboration de milliards d'êtres à leur propre exploitation. Les sous-niveaux manufacturiers continuaient de produire selon des quotas établis pour une guerre précédente dont nul ne se souvenait, serviteurs accomplissant des tâches dont la finalité s'était perdue dans les strates bureaucratiques, séparant l'exécution de la planification, si bien que des forges entières fabriquaient des composants pour des modèles d'armes déclarés hérétiques depuis des siècles mais jamais retirés des directives de production. Barasat supervisait la réorientation de ces chaînes d'assemblage vers des munitions utilisables, processus qui nécessitait de reprogrammer des machines-esprits si anciennes que leur langage de commande avait dérivé vers des dialectes binaires incompréhensibles même pour le Mechanicus, évolution linguistique autonome suggérant que les intelligences artificielles développaient leur propre culture en isolation des créateurs humains qui les croyaient contrôlés. Certaines forges refusaient catégoriquement toute modification de leurs paramètres, répondant aux requêtes par des litanies de refus codés dans des formats de données antérieurs à l'unification de Terra. Et Barasat dut les détruire physiquement, plutôt que de perdre davantage de temps en négociations théologiques avec des entités mécaniques ayant atteint un degré d'obstination que nul texte sacré n'avait prévu. Cette nécessité de s'aborder sa propre infrastructure révélait l'absurdité fondamentale d'un empire qui avait délégué tant de fonctions critiques à des systèmes automatisés qu'il ne pouvait plus démanteler sans s'automutiler, dépendance technologique ayant atteint le stade où les machines possédaient davantage d'agentivité que leurs supposés maîtres. Nerovar périt lors d'une inspection de routine transformée en embuscade par la simple malchance d'un effondrement structurel exposant sa position à des tireurs orques positionnés dans ce qui avait été cartographié comme zone sécurisée. Mort si banale qu'elle ne mérita aucune commémoration particulière, au-delà de la réaffectation administrative de son commandement à un officier subalterne dont le nom ne figurait sur aucun ordre de bataille, mais qui se trouvait simplement être le gradé survivant le plus proche. Sa disparition ne modifia aucunement le déroulement de la bataille, car son rôle s'était depuis longtemps réduit à valider des décisions prises par subordonnés, agissant de leur propre initiative, hiérarchie devenue purement cérémonielle, dont le maintien servait uniquement à préserver l'illusion de commandement unifié. Les hommes qui avaient servi sous lui ne pleurèrent pas, mais manifestèrent cette résignation caractéristique des soldats ayant survécu à suffisamment d'officiers pour comprendre que le leadership constituait moins une qualité personnelle qu'une fonction interchangeable, rôle pouvant être rempli par n'importe quel individu possédant le rang approprié indépendamment de ses capacités réelles. Les orcs établirent ce que les augures identifiaient comme structure rituelle dans les territoires conquis, assemblage de débris et de cadavres suivant des motifs géométriques dont la signification échappait à toute analyse impériale, mais qui semblaient fonctionner comme amplificateurs psychiques, édifices matérialisant leur foi collective en la victoire, jusqu'à ce que cette foi elle-même devienne force physique, altérant les probabilités tactiques. Grimaldus observait ces constructions à travers les pictes enregistreurs et comprenait qu'il affrontait non seulement une armée, mais une religion dont les pratiques générèrent des effets mesurables sur la réalité elle-même. Cosmologie, où la croyance ne se contentait pas de consoler les fidèles, mais façonnait activement l'univers matériel. Cette révélation forçait une question théologique que la doctrine impériale préférait éviter. Si la foi xénos pouvait altérer la réalité, qu'est-ce qui garantissait la supériorité de la foi impériale au-delà de simples affirmations dogmatiques dépourvues de vérification empirique? Il repoussa cette interrogation comme tentation intellectuelle dangereuse. Mais elle avait contaminé son esprit avec le doute fondamental que peut-être toutes les religions constituaient simplement des technologies psychiques d'efficacité variable plutôt que vérité révélée, et que l'empereur lui-même n'était qu'une autre construction collective similaire aux idoles orques, différent seulement par sophistication rhétorique, mais non par nature métaphysique. Zara requit son assistance pour un incident qu'elle ne pouvait résoudre par moyens conventionnels. Une compagnie entière de miliciens refusait de quitter une position intenable, non par courage, mais par terreur superstitieuse,
convaincus que le sanctuaire qu'ils défendaient contenait une relique protectrice dont la perte condamnerait leurs âmes, plutôt que simplement leur corps. Grimaldus inspecta la relique et découvrit un fragment osseux, enchâssé dans de l'ambre synthétique, présenté comme phalange de Saint Obscurus, mais révélant à son regard augmenté la structure cellulaire d'os Xénos, probablement Eldar, substituée à un moment indéterminé du passé par des ecclésiastiques ayant perdu l'original, mais refusé d'admettre cette perte. Il se tenait face à un dilemme parfait. Révéler la supercherie détruirait la volonté combative des défenseurs en exposant que leur foi reposait sur mensonges matériels, mais permettre la continuation du culte le rendait complice d'idolâtrie envers des ossements, Xénos. Hérésie technique de gravité suffisante pour justifier l'exécution de tous les impliqués. Il choisit une troisième voie en proclamant que la sainteté résidait non dans l'os lui-même, mais dans la foi qu'il inspirait, sophistication théologique permettant de préserver le moral tout en évitant l'hérésie explicite, compromis doctrinal qui illustrait comment la survie pratique nécessitait parfois de trahir la pureté idéologique que cette survie prétendait défendre. Les nuits sans transmission devinrent norme plutôt qu'exception, le commandement orbital ayant apparemment cessé même de monitorer les canaux Vox dédiés à Hell's Reach, silence qui constituait une forme d'abandon plus total que n'importe quelle déclaration formelle de retrait de soutien. L'isolement communicationnel générait une autonomie forcée qui libérait paradoxalement Grimaldus des contraintes doctrinales auxquelles il aurait dû se conformer sous supervision directe, transformation de l'abandon en liberté opérationnelle qu'il exploitait pour implémenter des tactiques que nul manuel impérial n'aurait sanctionnées. Il autorisait Zara à recruter parmi les populations réfugiées sans vérification de loyauté préalable, procédure normalement obligatoire qui aurait disqualifié des milliers de combattants potentiels pour infractions administratives mineures ou lignées suspectes, et cette transgression bureaucratique doubla ses effectifs en quelques jours, tout en créant techniquement une armée hérétique composée d'éléments non validés, servant sous commandement non autorisé. Les combattants ainsi enrôlés incluaient des anciens pénitents dont les crimes originels avaient été effacés des archives, mais pas des tatouages punitifs marquant leur chair. Des mutants de bas grade dont les déviations génétiques restaient suffisamment subtiles pour échapper à la purge, mais suffisamment visibles pour les exclure de services officiels. Et des individus dont les dossiers portèrent des annotations énigmatiques suggérant une implication dans des incidents que l'ecclésiarchie préférait oublier plutôt que documenter. Cette milice composite combattait avec un désespoir qui transcendait le simple patriotisme pour devenir recherche de rédemption impossible, chaque engagement constituant une tentative de racheter des fautes que la société impériale ne leur permettrait jamais d'expier par des moyens légitimes. Artarion établit contact avec des éléments de gangs industriels opérant dans les zones contestées, organisations criminelles qui possédaient une connaissance du terrain urbain supérieure à celle de toute autorité officielle, car leur survie avait toujours dépendu de la capacité à naviguer l'infrastructure de manière invisible aux systèmes de surveillance impériaux. Ils proposèrent non leur allégeance, mais un arrangement commercial. Informations tactiques contre immunité pour leurs opérations de marché noir. Transactions qui transformaient la défense d'Elsrich en partenariat avec les mêmes entités que Grimaldus aurait normalement dû exterminer. Il accepta sans hésitation, car la guerre avait atteint ce stade de dégradation morale où la distinction entre alliés et criminels perdait toute pertinence face à la question binaire de qui contribuait à retarder l'anéantissement final. Les Gangés livrèrent des renseignements d'une précision remarquable sur les mouvements orques, leur réseau de guetteurs infiltrés dans des positions que nul soldat régulier n'aurait pu atteindre, et Grimaldus comprenait qu'il bâtissait une structure de commandement parallèle qui survivrait peut-être à la chute de Hell's Reach en tant qu'organisation criminelle résistante, hybride, institutionnelle, n'existant dans aucune catégorie reconnue par la bureaucratie impériale. Les districts nécropoles devenaient champs de bataille par nécessité démographique, les vivants manquant d'espace pour se battre ailleurs que dans les territoires consacrés aux morts, profanation qui ne choquait plus personne, tant la frontière entre ces deux États s'était estompée. Les orques pillaient les tombeaux non pour leur richesse, mais pour les ossements qu'ils incorporaient dans leur construction rituelle, utilisation qui suggérait
qu'ils ne distinguaient pas entre matière organique et inorganique dans leur cosmologie matérialiste. Tout élément physique possédant une utilité potentielle indépendante de son statut sacré dans d'autres systèmes de croyance. Grimaldus voyait ses propres hommes adopter progressivement cette même indifférence pragmatique, utilisant les cercueils comme fortification et les monuments funéraires comme position de tir, sans manifester le moindre scrupule théologique. Érosion de la piété qui révélait que la religion impériale fonctionnait surtout dans des conditions de stabilité matérielle et s'évaporait rapidement lorsque la survie immédiate exigeait des compromis avec le sacré. Les morts d'Elsrich étaient à nouveau mobilisés pour défendre une cité qu'ils avaient servie durant leur vie, continuité d'exploitation transcendant la frontière de l'existence biologique elle-même. Priamus interrogeait un captif orc dans une tentative futile de comprendre la logique stratégique ennemie, exercice qui révéla surtout l'incommensurabilité fondamentale entre les deux espèces au niveau conceptuel le plus basique. Le Xénos ne possédait aucune notion de stratégie au sens impérial, ses décisions émergeant d'une combinaison d'impulsions instinctives et de hiérarchies basées sur la violence physique directe. Système de commandement si radicalement différent de la bureaucratie militaire impériale qu'aucune traduction conceptuelle n'était possible entre les deux paradigmes. Lorsque Priamus demanda pourquoi ils attaquaient Elsrich spécifiquement, le captif exprima une confusion sincère devant la question elle-même, comme si la notion de nécessiter une raison pour faire la guerre trahissait une incompréhension pathologique de ce que signifiait exister. Son univers mental, ne contenant apparemment aucune catégorie pour la paix ou l'objectif au-delà du combat perpétuel. Cette rencontre forçait la reconnaissance troublante que l'humanité affrontait non un ennemi au sens conventionnel, mais une forme de vie, pour laquelle la guerre constituait l'état métabolique normal plutôt qu'une aberration nécessitant justification, différence philosophique rendant impossible toute résolution du conflit en dehors de l'extinction complète d'une des deux espèces. Barasat rapportait que les forges restantes produisaient désormais davantage de déchets toxiques que de munitions utilisables, leur système de filtration ayant cédé sous la surcharge prolongée au point que chaque obus manufacturé générait suffisamment de pollution pour tuer plusieurs citoyens par empoisonnement atmosphérique différé. Cette équation mortelle posait un dilemme que nul protocole impérial n'adressait. Continuer la production tuait lentement la population civile par contamination environnementale, mais l'arrêter garantissait une défaite militaire immédiate qui tuerait tout le monde instantanément. Choix entre génocide rapide et génocide lent qui illustrait comment l'infrastructure impériale était fondamentalement conçue pour consommer ses propres populations, indépendamment des circonstances externes. Grimaldus ordonna la continuation de la production tout en sachant qu'il condamnait ainsi des milliers d'innocents à une mort par intoxication. Calcul utilitariste qui le transformait techniquement en meurtrier de masse des citoyens qu'il prétendait défendre. Contradiction morale qu'il acceptait comme prix nécessaire du commandement dans un univers où toutes les options disponibles constituaient des variations de l'horreur plutôt que des choix entre bien et mal. Les réfugiés affluaient vers les zones encore tenues par les forces impériales, non par confiance dans la protection offerte, mais par élimination successive de toutes les alternatives. Leur migration formant des flux humains dont la logique échappait à toute planification rationnelle et répondait plutôt à des rumeurs, superstitions et calculs désespérés sur quel district tomberait en dernier. Grimaldus observait ces marées démographiques et reconnaissait les patterns de mouvements similaires à ceux documentés lors de précédents sièges sur d'autres mondes, uniformité comportementale suggérant que l'humanité sous stress extrême régressait vers des algorithmes de survie préhistoriques, antérieurs à toute civilisation, la terreur abolissant des millénaires d'évolution culturelle pour révéler la créature ancestrale toujours présente sous le vernis impérial. Ces populations transportaient avec elles leurs possessions les plus absurdes, objets sans valeur pratique mais chargés de signification personnelle, femmes portant des robes de mariage jamais portées, hommes traînant des instruments de musique dans des étuis plus lourds qu'eux, enfants agrippant des jouets manufacturés sur des mondes dont ils ignoraient même l'existence. Attachement matériel qui révélait que même face à l'extinction, l'humanité ne pouvait renoncer à cette illusion fondamentale, que les objets pouvaient préserver l'identité
à travers les catastrophes. Zahra organisait la distribution de nourriture selon des principes qu'aucun manuel logistique n'enseignait, favorisant les familles avec enfants, non par sentimentalisme, mais par reconnaissance froide, que les adultes sans descendants combattaient avec moins d'acharnement, leur investissement dans l'avenir étant purement abstrait, plutôt que biologiquement incarné. Cette discrimination calculée provoquait des émeutes sporadiques qu'elle réprimait non par violence, mais par redistribution stratégique, créant des hiérarchies de privilèges suffisamment complexes pour que nul groupe ne puisse s'unifier contre le système sans perdre ses propres avantages relatifs. Technique de contrôle social que Grimaldus reconnaissait comme celle employée par l'administratum à échelle galactique. Preuve que Zahra possédait une compréhension instinctive des mécanismes de domination bureaucratique qui auraient dû lui valoir une carrière dans la gouvernance planétaire si son dossier ne portait ces annotations énigmatiques, la condamnant à rester confinée aux strates inférieures de la hiérarchie impériale. Il la promouvait officieusement à un rang qu'il n'avait aucune autorité de conférer. Transgression administrative qui n'aurait aucune conséquence, car soit Ellsrich tomberait et tous les témoins périraient, soit elle survivrait, et le chaos post-siège effacerait tous les enregistrements, rendant la promotion rétroactivement légale par simple absence de documentation contradictoire. Les assauts orques adoptaient désormais des rythmes quasi liturgiques, vagues d'attaque se déclenchant à intervalles si réguliers que les défenseurs pouvaient anticiper leur timing avec une précision supérieure à celle permise par les augures technologiques, régularité qui ne résultait d'aucune planification tactique, mais semblait émaner d'une pulsation biologique collective, comme si l'armée entière fonctionnait comme organisme unique dont les battements cardiaques se manifestaient par cycles d'agression et de retrait. Grimaldus étudiait ces patterns et comprenait qu'il combattait quelque chose de plus proche d'un processus naturel que d'une force militaire, phénomène possédant davantage de points communs avec les marées océaniques ou les cycles reproductifs qu'avec la guerre telle que l'Imperium la concevait. Cette réalisation ne lui fournissait aucun avantage tactique, mais altérait fondamentalement sa compréhension de ce que signifiait la victoire. On ne vint pas un processus naturel. On lui survit jusqu'à ce qu'il s'épuise ou trouve un équilibre, et l'idée que les orques puissent simplement cesser leur assaut par atteinte d'une limite biologique interne, plutôt que par défaite militaire, sapait la notion même que le courage ou la tactique impériale possédait une quelconque pertinence causale dans l'issue du siège. Artarion récupérait les armes des morts avec une méticulosité qui dépassait la simple nécessité logistique pour devenir rituel de commémoration, chaque fusil nettoyé et réaffecté constituant une forme de transfert d'identité du porteur décédé au nouveau combattant. Continuité symbolique qui permettait aux soldats de croire qu'ils perpétuaient l'effort de leurs camarades tombés, plutôt que simplement de remplir des positions vidées par l'attrition. Il découvrit parmi les équipements récupérés des armes marquées de symboles hérétiques si anciens que même les bases de données de l'ecclésiarchie ne les identifiaient plus, reliques d'apostasies oubliées qui avaient été recyclées dans l'arsenal impérial faute de ressources pour les détruire, pragmatisme qui révélait que l'impérium considérait la pénurie matérielle comme menace plus immédiate que la contamination idéologique. Ces armes fonctionnaient parfaitement malgré leur origine blasphématoire, preuve empirique que la bénédiction ecclésiastique ne possédait aucun effet mesurable sur l'efficacité balistique, et que toute la liturgie entourant la sanctification des armements constituait théâtre pur destiné à maintenir l'autorité du clergé, plutôt que véritable interaction avec le divin. Les zones industrielles abandonnées développaient leurs propres écosystèmes xénos, les spores orques ayant colonisé les systèmes de recyclage atmosphérique pour créer des jungles toxiques où croissaient des organismes hybrides entre champignons et machinerie, fusionnant biologie et technologie selon des principes que le Mechanicus refusait d'étudier malgré leur potentiel théorique. Car admettre que la vie xénos pouvait s'intégrer spontanément avec la technologie humaine remettait en question le dogme fondamental selon lequel les machines-esprits ne reconnaissaient que leur créateur légitime. Ces forêts métalliques produisaient une atmosphère respirable pour les orques, mais mortelle pour les humains. Terraformation accidentelle transformant Ellsrich
en planète progressivement inhabitable pour ses propriétaires originels. Processus d'invasion opérant au niveau écologique plutôt que simplement militaire. Grimaldus comprenait que même si les défenseurs repoussaient chaque assaut tactique, ils perdaient inexorablement la guerre biologique souterraine, dont l'issue déterminerait quelle espèce pourrait physiquement survivre sur ce territoire dans les décennies suivantes, victoire militaire devenant potentiellement sans pertinence face à la défaite environnementale. Les temples convertis en hôpitaux de fortune abritaient des blessés dont les souffrances dépassaient la capacité thérapeutique des médicaments disponibles, créant une population de mourants en suspension prolongée dont l'agonie s'étirait sur des semaines faute de ressources pour achever leur traitement ou leur misère. Les prêtres circulaient parmi eux, distribuant non des soins, mais des absolutions préventives, sacrement administrés à des hommes encore vivants, mais déjà comptabilisés comme pertes, rituel qui transformait l'hôpital en antichambre administrative de la mort, où le passage biologique vers l'extinction était précédé de plusieurs jours par le passage bureaucratique. Grimaldus interdisait l'euthanasie par respect doctrinal pour la sainteté de la vie impériale, mais cette prohibition condamnait les blessés à des agonies que nulle théologie ne pouvait raisonnablement justifier comme nécessaires au salut de leurs âmes. Cruauté involontaire résultant de l'application rigide de principes conçus pour des contextes où la médecine fonctionnait encore. Certains médiqués violaient discrètement ces ordres en administrant des surdoses de sédatifs, désobéissance compassionnelle qu'ils feignaient de ne pas remarquer, car reconnaître officiellement ces meurtres miséricordieux l'aurait forcé à les punir, créant ainsi un système hypocrite où la charité ne survivait que dans l'ombre de la doctrine et grâce à l'aveuglement volontaire de l'autorité. Priamus accompagnait les patrouilles de récupération dans les secteurs récemment perdus puis reconquis, mission qui révélait la vitesse horrifiante avec laquelle les orques transformaient le territoire capturé, 3 jours d'occupation suffisants pour qu'un district devienne méconnaissable sous l'accumulation de constructions anarchiques et de modifications biologiques de l'environnement. Les bâtiments impériaux étaient démolis non pour matériaux, mais par joie destructrice pure. Les orques dansant littéralement dans les ruines qu'ils créaient, célébration qui ne possédait aucune dimension stratégique, mais constituait apparemment une fin en soi, expression d'une philosophie où la destruction elle-même générait une satisfaction suffisante pour justifier l'effort déployé. Cette observation forçait Priamus à confronter une vérité dérangeante. Les orques semblaient éprouver davantage de plaisir dans leur existence que la majorité des citoyens impériaux, leur vie de violence perpétuelle leur procurant manifestement plus de contentement que n'en connaissaient des milliards d'humains condamnés au labeur répétitif et à la terreur bureaucratique, comparaison qui sapait la rhétorique impériale présentant les Xénos comme misérables créatures dont l'extermination constituait une forme de miséricorde cosmique. Les Gangés qui collaboraient avec Grimaldus commençaient à exhiber des trophées orques avec une fierté qui trahissait leur basculement psychologique d'une guerre de survie vers une guerre d'identité, le conflit devenant constitutif de leur conception personnelle plutôt que circonstance externe à endurer. Ils développaient des rituels de combat empruntant aux orques eux-mêmes, marquages faciaux et vocalisations guerrières qui horrifiaient les soldats réguliers par leur proximité avec les pratiques ennemies. Contamination culturelle inévitable dans tout conflit prolongé où les belligérants finissent par se ressembler davantage qu'ils ne ressemblent à leur version antérieure au conflit. Grimaldus observait cette hybridation avec une inquiétude qu'il ne pouvait articuler doctrinalement, intuition que la véritable menace Xénos ne résidait pas dans leur capacité à tuer les humains, mais dans leur capacité à transformer les survivants en quelque chose de moins que pleinement humain, ou peut-être de plus que ce que l'Imperium autorisait l'humanité à devenir. Altération qui persisterait longtemps après la fin des hostilités et infecterait des générations futures avec des modes de pensée que nulle purge ne pourrait complètement éradiquer. Barasat localisait dans les archives techniques des schémas pour des armes interdites par décret impérial des millénaires auparavant, technologies dont l'hérésie ne résidait pas dans leur fonction mais dans leur efficacité excessive, l'Imperium ayant apparemment décidé que certaines innovations rendaient la guerre trop facile et risquaient donc de déstabiliser les équilibres de pouvoir sur lesquels reposait la hiérarchie galactique.
Il soumettait ses découvertes à Grimaldus, non comme recommandation, mais comme curiosité académique, forçant ainsi le reclusiarche à prendre explicitement la décision de violer les interdictions plutôt que de permettre leur contournement par délégation tacite. Grimaldus autorisait la fabrication après délibération, qui durait exactement le temps nécessaire pour établir qu'il avait consciemment pesé les implications morales avant de les rejeter comme secondaires face à la nécessité tactique, performance de scrupules éthiques précédant la transgression, qui permettait de maintenir l'illusion que ces décisions résultaient d'un processus moral plutôt que simplement de calculs utilitaires. Les armes produites fonctionnaient avec une efficacité qui validait rétrospectivement leur prohibition. Chaque décharge vaporisant des dizaines d'ennemis avec une facilité qui réduisait le combat à abattage industriel, transformation de la guerre en simple extermination qui éliminait tout ce que la doctrine impériale prétendait valoriser dans le conflit martial. Honneur, sacrifice, épreuve spirituelle à travers la lutte. Les communications interceptées entre les forces orques révélaient que leur commandement, dans la mesure où un tel concept s'appliquait à leur organisation, ne considérait pas Ellsreach comme objectif prioritaire, mais comme divertissement, distraction plaisante, retardant leur marche vers des cibles stratégiquement significatives. Cette révélation détruisait rétrospectivement toute la signification que les défenseurs avaient investie dans leur résistance. Ils n'affrontaient donc pas une invasion déterminée, mais servaient involontairement de source de divertissement pour un ennemi qui les massacrait par simple désœuvrement, réduction de leur sacrifice à spectacle non sollicité pour une audience qui pourrait à tout moment perdre intérêt et partir, laissant les survivants avec la réalisation que leur courage héroïque n'avait jamais possédé l'importance cosmique que la rhétorique impériale leur avait promise. Les districts chapelles où les civils cherchaient refuge spirituel étaient devenus des pièges démographiques concentrant des populations que les systèmes de soutien vital ne pouvaient sustenter, créant des conditions où la foi elle-même accélérait la mortalité, en rassemblant les fidèles dans des espaces clos favorisant la propagation de maladies que l'isolation aurait pu contenir. Les prêtres encourageaient cette concentration par doctrine, affirmant que mourir en communion valait mieux que survivre en isolement, principe théologique qui servait objectivement les intérêts de l'épidémie davantage que ceux de l'empereur, mais qu'aucune autorité ecclésiastique ne réviserait, car admettre l'erreur doctrinale équivaudrait à reconnaître que la foi pouvait être objectivement néfaste. Concession épistémologique qui détruirait les fondations de l'autorité religieuse impériale. Grimaldus visitait ces mouroirs sacrés et témoignait de agonie collective que nulle intercession divine ne soulageait, spectacle qui aurait dû ébranler sa foi, mais ne produisait qu'un endurcissement supplémentaire, comme si chaque horreur observée renforçait sa conviction que seule une foi absolue permettait de fonctionner dans un univers si fondamentalement hostile à toute forme de miséricorde. Les mourants le suppliaient de bénédictions qu'il prononçait avec une sincérité décroissante, les mots devenant phonèmes vides, répétés par automatisme musculaire plutôt que conviction spirituelle, dégradation de la liturgie antique verbale qui accomplissait néanmoins sa fonction sociale de rassurer les agonisants qu'ils mouraient dans un cadre de signification cosmique plutôt que simplement par dysfonctionnement biologique aléatoire. Zara rapportait des cas d'automutilation rituelle parmi les miliciens qui avaient survécu à des engagements où tous leurs camarades avaient péri, culpabilité du survivant se cristallisant en conviction qu'ils avaient volé la vie destinée à d'autres et devaient maintenant la restituer par degrés à travers des blessures auto-infligées qui équilibraient comptablement leur dette existentielle envers les morts. Elle ne cherchait pas à prévenir ces pratiques, car elles semblaient, paradoxalement, renforcer la cohésion d'unité, les soldats scarifiés développant une solidarité basée sur leurs souffrances partagées, qui les rendait plus fiables au combat que les troupes non traumatisées. Perversion psychologique où la pathologie mentale améliorait la performance militaire et devait donc être tolérée, voire encouragée tacitement. Grimaldus reconnaissait dans ce phénomène une version microcosme de la théologie impériale entière, système transformant la douleur en capital social, la mutilation en vertu, l'autodestruction en service sacré, logique qui, une fois internalisée,
rendait les sujets impériaux complices de leur propre exploitation, en les convainquant que leur souffrance possédait une valeur transcendante, justifiant son perpétuation infinie. Les nuits apportaient désormais des hallucinations collectives que les Medicae ne parvenaient pas à attribuer à une toxine spécifique, mais qui affectaient simultanément des milliers d'individus selon des patterns, suggérant une contagion psychique plutôt que chimique. Population entière partageant des visions de l'empereur, descendant parmi les flammes pour personnellement absoudre Ellsrich de fautes jamais commises. Fantasme révélant que le sentiment de culpabilité collectif avait atteint un niveau pathologique où les victimes s'accusaient elles-mêmes d'avoir mérité leur destruction. Grimaldus consultait Artarion sur la possibilité d'influence Warp, mais le frère de bataille ne détectait aucune signature immatérique cohérente, suggérant que les hallucinations émergeaient simplement de cerveaux poussés au-delà de leurs limites fonctionnelles par stress prolongé et malnutrition. Le surnaturel étant superflu lorsque la simple misère matérielle suffisait à fragmenter la raison. Il choisissait de ne pas corriger ses visions, car elles procuraient aux hallucinés un réconfort que nulle intervention médicale ou théologique ne pourrait égaler, décision pragmatique de valoriser la pacification psychologique au détriment de la lucidité, choix qui le transformait en complice d'une forme de lobotomisation collective par auto-illusion plutôt que chirurgie. Les orques commençaient à exhiber des mutations accélérées, attribuables à leur exposition aux radiations industrielles d'Ellsrich, spécimens développant des adaptations biologiques spécifiques aux environnements toxiques de la ruche en cycle générationnel mesuré en semaines plutôt qu'en siècles, plasticité évolutionnaire qui rendait futile toute stratégie à long terme basée sur leur vulnérabilité actuelle, puisque ces vulnérabilités seraient obsolètes avant que les plans pour les exploiter ne puissent être implémentés. Barasat documentait ces transformations avec une fascination qui inquiétait Grimaldus. Le Techmarine semblant admirer l'efficacité biologique Xenos davantage qu'il ne la condamnait, dérive intellectuelle suggérant que l'exposition prolongée à l'ennemi érodait les certitudes idéologiques même chez les Space Marines, dont le conditionnement mental était supposé les immuniser contre de telles contaminations conceptuelles. La question émergeait sans être articulée. Si les orques pouvaient s'adapter si rapidement à Ellsrich, pourquoi l'humanité qui l'habitait depuis des millénaires n'avait-elle jamais développé de résistance aux toxines qu'elle produisait elle-même? Échec évolutionnaire suggérant soit que l'impérium réprimait activement toute adaptation biologique par peur de la mutation, soit que les humains étaient fondamentalement moins viables que les Xénos qu'ils prétendaient dominer par droit divin. Les cadavres s'accumulaient à une vitesse dépassant la capacité d'incinération, créant des montagnes de chair en décomposition que nul ne pouvait risquer d'approcher sans équipement de confinement biologique, et ces pyramides organiques commençaient à générer leurs propres écosystèmes de parasites et de bactéries, formant une couche écologique supplémentaire dans l'environnement déjà catastrophiquement pollué d'Ellsrich. Les monticules nécrotiques produisaient des gaz qui s'enflammaient spontanément lors des bombardements, transformant les champs de cadavres en mer de feu alimentés par la graisse humaine liquéfiée. Spectacle que certains défenseurs interprétaient comme signe de faveur divine, puisque les flammes consumaient indifféremment les morts impériaux et Xénos, purification démocratique qui au moins ne discriminait pas dans son horreur. Grimaldus ordonnait l'exploitation tactique de ces conflagrations spontanées, positionnant des unités pour canaliser les assauts orques à travers ces zones d'immolation, stratégie qui transformait les propres morts des défenseurs en armes posthumes, contribution finale à un effort de guerre qui les utilisait aussi complètement après la vie qu'ils les avait exploités durant celle-ci. Les soldats combattant dans ces environnements développèrent des maladies respiratoires causées par l'inhalation de particules organiques carbonisées qui n'étaient techniquement plus humaines par définition légale, puisque la crémation les avait transformées en cendres, sophistication sémantique permettant aux Medicae de contourner les réglementations contre l'utilisation de restes humains en composants militaires. Bureaucratie découvrant toujours des euphémismes permettant de perpétuer des pratiques que la moralité explicite aurait condamnées. Artarion découvrait parmi les réfugiés un enfant portant des stigmates que nul généticien impérial ne reconnaissait.
mutation si symétrique qu'elle ne pouvait résulter du hasard génétique, mais suggérait une ingénierie délibérée, dont l'origine et le but demeuraient opaques. Possibilité terrifiante qu'Healthreach abritait des laboratoires clandestins, ayant poursuivi des expérimentations interdites pendant des générations sans détection par les autorités planétaires. L'enfant ne manifestait aucune hostilité et ses capacités cognitives semblaient normales, plaçant Grimaldus face au dilemme d'exécuter un innocent sur base de déviations physiques dont la dangerosité demeurait purement hypothétique, ou de violer des protocoles de pureté génétique conçus précisément pour prévenir le genre de délibération compassionnelle qu'il se surprenait à exercer. Il référait le cas à Zara sans instruction explicite, délégation qui constituait essentiellement une autorisation tacite de faire disparaître le problème par moyen qu'il préférait ne pas connaître. Lâcheté administrative lui permettant de maintenir l'illusion de main propre, pendant que d'autres accomplissaient les meurtres nécessaires au maintien de sa pureté doctrinale personnelle. L'enfant disparaissait effectivement des registres 3 jours plus tard. Mais Grimaldus apercevait occasionnellement dans les colonnes de réfugiés un visage qui ressemblait troublement au sien, suggestion que Zara avait peut-être simplement falsifié les documents plutôt que d'exécuter l'ordre implicite, désobéissance par miséricorde, qu'il ne pouvait investiguer sans révéler qu'il avait consciemment évité de donner des ordres explicites. Complicité mutuelle dans une tromperie bureaucratique préservant simultanément une vie innocente et l'apparence de conformité doctrinale. Les systèmes de recyclage d'eau potable cédaient sous la contamination cumulative, forçant la distribution de rations liquides dont l'analyse chimique révélait des concentrations de métaux lourds, techniquement létales, sur exposition prolongée. Mais cette létalité différée importait peu à des populations dont l'espérance de vie se mesurait en semaines plutôt qu'en années, créant une hiérarchie perverse de toxicité où seuls les poisons à effet immédiat méritaient encore considération. Les citoyens buvaient en pleine conscience qu'ils s'empoisonnaient graduellement, choix entre déshydratation rapide et intoxication lente qui illustraient comment Healthreach avait transformé la vie elle-même en processus de mort à vitesse variable, plutôt que état qualitativement distinct. Grimaldus observait des mères diluer les rations d'eau toxique avec leurs propres larmes pour leurs enfants. Geste de tendresse absolument futile sur le plan pratique, mais chargé d'une signification émotionnelle que nulle analyse rationnelle ne pouvait déprécier. Persistance de l'amour maternel dans des conditions qui auraient dû logiquement abolir toute capacité à ressentir autre chose que terreur et désespoir. Résilience affective qui constituait peut-être la seule forme authentique de résistance contre un univers déterminé à réduire l'humanité à simple biomasse calculable. Priamus rapportait avoir rencontré des soldats qui ne se souvenaient plus de leur affectation d'origine, ayant survécu à l'anéantissement de leurs unités, puis intégré spontanément d'autres formations, jusqu'à perdre toute trace de leur identité administrative initiale, devenus combattants génériques, sans nom ni numéro de matricule valide, existence militaire qui continuait à fonctionner malgré leur effacement des registres bureaucratiques. Ces hommes fantômes combattaient avec un nihilisme particulier résultant de la compréhension qu'ils étaient déjà officiellement morts dans tous les systèmes de comptabilisation impériaux, leur survie biologique constituant une anomalie administrative qui serait corrigée soit par leur mort effective, soit par leur exécution pour désertion, s'ils survivaient suffisamment longtemps pour que la bureaucratie rattrape la réalité. Grimaldus les incorporait officieusement dans ses propres formations, sans tenter de résoudre leur statut légal, créant ainsi une armée parallèle composée d'individus dont l'existence violait techniquement plusieurs réglementations impériales, mais dont l'utilité tactique dépassait largement les scrupules administratifs. Pragmatisme qui révélait que les lois impériales fonctionnaient surtout dans des contextes de stabilité bureaucratique et s'effondraient immédiatement lorsque la réalité matérielle cessait de correspondre aux catégories que ces lois présupposaient. Les assauts orcs atteignaient maintenant les districts sanctuaires que Grimaldus avait désignés comme zone de dernier refuge. Pénétration, signifiant non une défaite tactique spécifique, mais l'effondrement général du périmètre défensif cohérent en archipel de poches isolées, condamnés à tomber séquentiellement sans possibilité de soutien mutuel.
La fragmentation du front transformait le commandement centralisé en fiction nostalgique. Chaque enclave développant ses propres tactiques et priorités dictées par des circonstances hyperlocales que nul stratège ne pouvait plus appréhender globalement. Balkanisation militaire qui reproduisait à échelle tactique la désintégration de l'autorité impériale elle-même, lorsque les distances galactiques rendaient impossible toute coordination effective. Grimaldus maintenait l'illusion du commandement unifié en émettant des directives générales suffisamment vagues pour s'appliquer à n'importe quelle situation. Performance bureaucratique permettant à chaque commandant subalterne de prétendre suivre les ordres tout en agissant selon son propre jugement. Hypocrisie structurelle qui fonctionnait précisément parce que tous les participants comprenaient tacitement que l'obéissance réelle aurait été contre-productive et que la vraie loyauté consistait à préserver l'apparence hiérarchique pendant que la substance s'évaporait. Les rapports qu'ils recevaient devenaient progressivement fictionnels, officiers rapportant des victoires imaginaires et minimisant des catastrophes réelles pour éviter d'être blâmés pour des échecs inévitables, corruption informationnelle qui rendait impossible toute évaluation précise de la situation tactique, mais qui au moins maintenait le moral en créant une réalité parallèle bureaucratique où la défense se déroulait mieux que dans l'univers physique. Barasat supervisait la conversion des dernières forges en production de munitions artisanales, dont la qualité variait si dramatiquement qu'un obus sur 5 explosait dans le canon plutôt qu'en vol. Mortalité acceptable selon les calculs impériaux qui considéraient les servants d'armes comme ressources plus abondantes que les composants métalliques nécessaires à la fabrication de munitions fiables. Les équipes d'artillerie développèrent des rituels superstitieux pour identifier les obus défectueux avant chargement. Cérémonies combinant fragments de doctrine mechanicus et pure divination folklorique dans un syncrétisme que nul tech-prêtre n'aurait sanctionné, mais que la nécessité rendait acceptable, érosion des orthodoxies techniques face à la réalité que les machines ne respectaient aucune liturgie et que la survie dépendait davantage de l'intuition empirique que de l'adhésion doctrinale. Grimaldus observait ces pratiques hérétiques sans intervention, car elles semblaient effectivement réduire les accidents. Résultat qui posait la question troublante de savoir si les rituels fonctionnaient réellement par intercession divine ou simplement parce qu'ils forçaient les servants à examiner attentivement chaque munition, d'une manière que les protocoles officiels négligeaient. Distinction entre magie et attention disciplinée que la théologie impériale refusait délibérément de clarifier, car l'ambiguïté servait mieux ses intérêts que la vérification empirique. Les Gangers, qui avaient initialement collaboré pour profit, commençaient à adopter l'iconographie des Black Templars, tatouant des croix templières et des symboles chapitraux sur leur chair sans autorisation, ni compréhension réelle de leur signification théologique. Appropriation culturelle qui aurait normalement mérité exécution pour blasphème, mais qui, dans les circonstances actuelles, représentait la forme la plus sincère de respect que ces criminels pouvaient exprimer. Artarion suggérait de formaliser leur intégration en les déclarant serfs de guerre du chapitre, élévation de statut qui les lierait légalement et leur fournirait une identité post-conflit, si Ellsrich survivait. Proposition qui révélait qu'Artarion anticipait déjà les problèmes sociologiques émergeant après la guerre. Planification à long terme qui semblait absurdement optimiste dans le contexte de catastrophes immédiates, mais qui incarnait néanmoins une forme de foi en la continuité humaine transcendant les circonstances présentes. Grimaldus approuvait la proposition tout en doutant qu'aucun d'entre eux ne survive pour bénéficier de ce nouveau statut. Cynisme coexistant avec l'exécution méticuleuse de procédures bureaucratiques pour une éventualité qu'il jugeait impossible. Contradiction psychologique illustrant comment l'espoir et le désespoir pouvaient fonctionner simultanément dans un esprit suffisamment discipliné pour compartimenter ses convictions contradictoires. Zara organisait ce qu'elle appelait « cérémonie de mariage de masse » pour des couples souhaitant légaliser des unions avant la mort anticipée. Rituel expédié en minutes qui violait innombrables protocoles ecclésiarchiques, mais qui répondait
a un besoin humain fondamental de formaliser les attachements émotionnels, même lorsque ces attachements seraient terminés par violence dans des délais mesurables en heures. Les prêtres officiants condensaient des liturgies, normalement étalées sur des journées en bénédiction de quelques phrases, profanation technique qui transformait le sacrement en transaction administrative, mais qui au moins permettait aux mourants de croire qu'ils mouraient en état de grâce conjugale, plutôt que dans le péché de concubinage, distinction théologique sans importance objective, mais chargée d'une signification émotionnelle que nul commissaire n'aurait osé déprécier publiquement. Grimaldus assistait à l'une de ces cérémonies et témoignait de couples s'échangeant des vœux pendant que les détonations d'artillerie rythmaient leurs promesses. Juxtaposition du domestique et du cataclysmique qui résumait l'absurdité totale de maintenir des rituels de normalité civilisée au milieu d'un génocide en cours, mais qui révélait aussi que l'humanité ne pouvait renoncer à ses fictions structurantes, même lorsque la réalité rendait ces fictions objectivement ridicules. Priamus découvrait dans les catacombes des chambres scellées, contenant des archives pré-impériales, dont l'existence violait les édits d'oblitération historique promulgués lors de l'intégration d'Armageddon dans l'Imperium, documents préservés illégalement par des générations de scribes ayant risqué l'exécution pour maintenir une mémoire que l'autorité centrale avait décrété devoir être effacée. Les manuscrits décrivaient Armageddon sous un nom différent, planète ayant possédé une civilisation technique avancée, qui avait volontairement renoncé à certaines technologies par conviction philosophique, que le progrès matériel corrompait l'esprit humain, ascétisme technologique qui constituait une hérésie parfaite selon la doctrine du Mechanicus, puisqu'il rejetait simultanément le culte de la machine et l'ignorance primitive que ce culte tolérait comme seule alternative acceptable. Les archives révélaient que l'Imperium avait conquis Armageddon non par guerre ouverte, mais par effondrement économique orchestré, blocus commercial transformant graduellement une société prospère en dépendance désespérée jusqu'à ce que l'acceptation de l'autorité impériale semble préférable à la famine, technique de subjugation, ne générant aucun martyr glorieux, mais réduisant méthodiquement une population à la soumission par simple attrition des ressources. Grimaldus lisait ces documents et comprenait que chaque planète impériale cachait probablement des histoires similaires, d'absorption forcée déguisée en libération volontaire, mensonges fondateurs perpétués à travers des millénaires, jusqu'à ce que même les descendants des conquis aient oublié qu'ils avaient été conquis et croient sincèrement à la mythologie impériale de leur propre adhésion enthousiaste. Il ordonnait la destruction des archives, non pour préserver l'orthodoxie, mais pour protéger Priamus lui-même, certaines connaissances étant suffisamment dangereuses pour transformer leurs détenteurs en menaces que les autorités ecclésiastiques élimineraient préventivement. Sacrifice du savoir historique au profit de la survie d'un individu qui importait davantage à Grimaldus que la vérité abstraite sur des événements conclus des millénaires auparavant. Les derniers vox opérateurs maintenaient des transmissions continues vers le commandement orbital, malgré l'absence totale de réponse depuis des semaines. Rituel communicationnel devenu purement cérémoniel, mais perpétué, car son abandon équivaudrait à admettre formellement qu'Elsrich avait cessé d'exister dans la conscience stratégique impériale. Il rapportait des positions défensives fictives et des niveaux d'effectifs inventés, créant une guerre fantôme existant uniquement dans les registres bureaucratiques. Divergence croissante entre réalité et documentation qui caractérisait l'impérium dans son ensemble, où les archives officielles décrivaient un empire glorieux que l'observation empirique révélait être un agrégat de catastrophes à peine contenues. Grimaldus écoutait parfois ces transmissions et se demandait si quelqu'un, quelque part dans la hiérarchie orbitale, savait qu'Elsrich agonisait, ou si l'information s'était perdue dans les strates bureaucratiques séparant la réalité du commandement. Scénario où ils mouraient tous dans l'indifférence non par cruauté délibérée, mais par simple dysfonctionnement institutionnel. Possibilité encore plus déprimante que l'abandon conscient, car elle impliquait que leur sacrifice
ne méritaient même pas la dignité d'être reconnus comme tels. Les orques établissaient maintenant ce que les augures identifiaient comme structure permanente dans les territoires occupés. Transition de l'invasion nomade vers la colonisation, qui suggérait qu'ils considéraient Ellsreach comme acquisition définitive plutôt que conquête temporaire, intention de rester, qui transformait rétrospectivement toute la défense en simple retardement de l'inévitable, plutôt qu'en effort pour préserver la souveraineté impériale. Barasat analysait les constructions xénos et reconnaissait des principes architecturaux sophistiqués camouflés sous l'apparence de chaos primitif. Réalisation que les orques possédaient une compréhension structurelle avancée qu'ils exprimaient simplement dans un langage esthétique différent de celui que l'impérium reconnaissait comme civilisé, relativisme technique qui sapait la conviction fondamentale que l'humanité détenait un monopole sur l'intelligence rationnelle. Les bâtiments orques croissaient littéralement, matière organique intégrée dans leurs fondations, se développant selon des patterns architecturaux prédéterminés génétiquement, fusion de biologie et d'ingénierie, qui dépassait techniquement les capacités du Mechanicus malgré sa crudité apparente, supériorité pratique contredisant la hiérarchie cosmique que la doctrine impériale affirmait comme vérité révélée, plutôt que construction idéologique. Artarion supervisait l'entraînement des dernières recrues civiles avec une patience qui surprenait Grimaldus. Space Marine consacrant des heures à enseigner des tactiques basiques à des adolescents qui périraient probablement lors de leur premier engagement, investissement temporel semblant irrationnel, jusqu'à ce que Grimaldus comprenne qu'Artarion accomplissait moins une fonction militaire qu'un devoir pastoral, offrant à ses enfants la dignité d'être traités comme soldats légitimes plutôt que chair à canon improvisés durant leur dernière journée d'existence. Les recrues absorbaient l'instruction avec un sérieux qui brisait le cœur, pratiquant des manœuvres qu'elles n'auraient jamais l'opportunité de perfectionner. Et Grimaldus se demandait si cette illusion de préparation adéquate ne constituait pas une cruauté supplémentaire en leur donnant de faux espoirs sur leurs chances de survie, ou si, au contraire, c'était la seule miséricorde disponible, dans un contexte où la vérité brutale de leur condamnation ne servirait qu'à les paralyser de terreur anticipatrice. Il choisissait de ne pas intervenir, laissant Artarion exercer son propre jugement sur ce que ses enfants méritaient de savoir ou d'ignorer dans leurs heures finales, délégation qui reconnaissait implicitement que certaines décisions morales ne possédaient aucune réponse correcte, et que la responsabilité consistait moins à identifier la bonne action qu'à accepter les conséquences de choix nécessairement imparfaits. Les districts marchés où les populations avaient autrefois échangé des biens selon des économies informelles échappant à la taxation impériale devenaient centres de troc désespérés où les vivants négociaient avec les mourants pour des ressources dont la valeur s'inversait quotidiennement selon des logiques que nulle théorie économique ne prédisait. Eau potable valant soudainement moins que morphine lorsque la souffrance dépassait la soif, puis redevenant inestimable quelques heures plus tard, selon des oscillations reflétant les cycles d'espoir et de résignation parcourant les populations assiégées. Zara tentait de réguler ces échanges pour prévenir l'exploitation des vulnérables, mais abandonnait rapidement face à la complexité de déterminer qui exploitait qui dans des transactions où vendeurs et acheteurs étaient également condamnés et cherchaient simplement à optimiser leurs agonies respectives selon des préférences personnelles que nul moraliste externe ne pouvait légitimement juger. Certains marchands vendaient des souvenirs sans valeur pratique à des prix exorbitants, objets décoratifs et reliques familiales, trouvant preneurs parmi ceux ayant renoncé à la survie physique et investissant leurs dernières ressources dans le réconfort psychologique. Commerce de l'illusion qui fonctionnait précisément parce que ses clients comprenaient parfaitement qu'ils achetaient du mensonge, mais préféraient ce mensonge choisi à la vérité imposée de leur situation. Grimaldus observait ces marchés et reconnaissait dans leur anarchie une forme de liberté absente du reste de la structure impériale, espace où les individus exerçaient une agentivité authentique, même si cette agentivité se limitait au choix de comment dépenser leurs dernières heures. Autonomie minimale mais réelle, qui contrastait avec l'obéissance totale qu'exigeait normalement l'impérium de ses sujets.
Les temples abandonnés par leurs prêtres officiels étaient réoccupés par des cultes syncrétiques, fusionnant doctrine impériale et superstition locale dans des amalgames théologiques que nulle autorité ecclésiastique n'aurait toléré en temps normal, mais qui proliféraient maintenant dans le vide laissé par l'effondrement de la hiérarchie religieuse formelle. Ces hérésies pratiques prêchaient des doctrines contradictoires, réconciliées uniquement par leur utilité immédiate pour rassurer des populations confrontées à des horreurs que la théologie orthodoxe ne pouvait adresser sans révéler ses propres limitations conceptuelles, et Grimaldus les laissait prospérer car elles accomplissaient la fonction essentielle de maintenir la cohésion sociale que la foi impériale pure avait échoué à préserver face à des circonstances dépassant ce pour quoi elle avait été conçue. Un culte vénérait l'empereur comme entité souffrante partageant l'agonie de ses fidèles, plutôt que comme divinité transcendante, les observant depuis une distance cosmique. Inversion théologique, transformant Dieu en compagnon de misère, plutôt qu'en juge distant. Concept qui résonnait davantage avec des gens mourant dans l'abandon que les promesses orthodoxes de récompenses posthumes conditionnelles à l'obéissance terrestre. Grimaldus écoutait leur liturgie et se demandait si leur hérésie n'était pas plus proche de la vérité que la doctrine qu'il était censé défendre. Si l'empereur, immobilisé sur son trône d'or, ne souffrait pas effectivement avec l'humanité qu'il ne pouvait plus protéger. Scénario qui rendait la foi impériale tragédie cosmique plutôt que triomphe divin. Réinterprétation qui expliquait mieux l'état actuel de l'impérium que les promesses de gloire éternelle que la propagande continuait de proclamer malgré leurs contradictions évidentes avec la réalité observable. Priamus menait des patrouilles nocturnes dans les zones neutres où ni impériaux ni orcs ne maintenaient de présence permanente. No Man's Lands habité par des populations ayant échappé au contrôle des deux factions et développant des modes de survie autonomes dans les interstices du conflit. Ces communautés fantômes pratiquaient un pacifisme forcé résultant moins de conviction morale que de reconnaissance pragmatique, qu'elles ne possédaient aucune capacité militaire et que leur survie dépendait de leur invisibilité aux belligérants. Stratégie d'évitement qui fonctionnait tant que les combats se déroulaient ailleurs, mais qui serait annihilée instantanément si les lignes de front se déplaçaient à travers leurs refuges. Priamus établissait des contacts avec ces groupes non pour les recruter, mais pour cartographier leur réseau d'évasion, reconnaissance que certains civils méritaient l'opportunité de fuir plutôt que d'être forcés à combattre ou mourir. Compassion tactiquement inutile, mais moralement nécessaire, qui préservait son humanité résiduelle contre l'érosion que causait la participation prolongée à un massacre industrialisé. Les fugitifs qui l'aidaient à s'échapper ne le remercieraient jamais, car ils ignoreraient toujours son rôle dans leur salut. Anonymat qui rendait l'acte véritablement altruiste, puisque dépourvu de toute possibilité de reconnaissance ou récompense. Pureté morale rare dans un contexte où presque chaque action servait des calculs stratégiques ou politiques. Barasat rapportait que les dernières forges produisaient maintenant davantage de scories toxiques que de munitions, ratio déclinant qui signifiait que chaque obus manufacturé coûtait littéralement plus de vies civiles par empoisonnement qu'il n'en sauverait par usage militaire, inversion économique, transformant la production d'armement en net négatif pour la survie collective, mais qu'aucune autorité n'osait arrêter, car suspendre la production équivaudrait à admettre la défaite imminente. Les forges continuaient donc leur rotation autodestructrice, machines consumant leurs propres opérateurs dans un cannibalisme industriel où la distinction entre producteurs et produits s'effaçait progressivement, ouvriers mourant pour fabriquer des armes qui serviraient à défendre une cité déjà morte dans tous les sens sauf le plus littéral. Retard bureaucratique entre cessation fonctionnelle et reconnaissance administrative de cette cessation. Grimaldus visitait ces installations et constatait que les serviteurs lobotomisés accomplissaient leurs tâches avec une efficacité croissante, précisément parce que leur privation de conscience les immunisait contre le désespoir paralysant, affectant les travailleurs pleinement humains, avantage compétitif de la non-conscience, qui validait rétrospectivement la logique ayant créé ces abominations cybernétiques, chaque horreur impériale se révélant finalement avoir été une adaptation rationnelle à un univers structurellement hostile à toute forme de dignité humaine. Il ordonnait l'augmentation des quotas de production, tout en sachant que cet ordre
tueraient des milliers de civils par exposition toxique accélérée, meurtre indirect qu'ils commettaient en prononçant des chiffres dans un vox plutôt qu'en appuyant sur une gâchette, distanciation bureaucratique transformant le massacre en acte administratif dépourvu du poids psychologique qu'aurait porté une violence directe. Mécanisme de défense mentale expliquant comment les architectes de génocides impériaux dormaient paisiblement après avoir signé des ordres d'extermination pour des populations entières. Les communications avec les enclaves isolées révélaient que certaines avaient développé leur propre mythologie, expliquant leur abandon, populations convaincues que l'impérium les testait spirituellement ou les punissait pour des transgressions ancestrales. Narrative auto-culpabilisante qui préservaient leur foi en la bienveillance fondamentale de l'autorité impériale, en déplaçant la responsabilité de leurs souffrances sur eux-mêmes, plutôt que sur les institutions les ayant abandonnés. Grimaldus écoutait ces rationalisations pathétiques et comprenait qu'elles représentaient la victoire ultime de la propagande impériale. Avoir tellement internalisé l'idéologie dominante que les victimes du système défendèrent ce système même contre l'évidence empirique de leur trahison. Stockholm Syndrome à échelle civilisationnelle, où des milliards d'êtres maltraités adorèrent leurs oppresseurs avec une sincérité que nulle contrainte externe ne pouvait expliquer. Seulement des siècles d'endoctrinement transformant la servitude en identité fondamentale. Ils ne corrigeaient pas leurs illusions, car la vérité de leur abandon délibéré ne servirait qu'à détruire le dernier réconfort, leur permettant de mourir avec dignité. Mensonge compassionnel qui le rendait complice de la même mystification qu'ils méprisaient intellectuellement. Contradiction, illustrant l'impossibilité de maintenir une intégrité morale absolue dans des contextes où chaque action disponible constituait une forme de trahison contre quelques principes éthiques. Zara organisait des évacuations sélectives de civils jugés possédant des compétences critiques pour la reconstruction post-guerre. Présomption optimiste qu'Ellsrich survivrait sous forme suffisamment intacte pour nécessiter reconstruction, plutôt que simple abandon comme zone morte, irradiée. Mais cette fiction d'avenir permettait au moins de sauver quelques centaines d'individus qui autrement périraient sans contribuer à rien au-delà de l'addition aux statistiques de mortalité. Les critères de sélection étaient théoriquement méritocratiques, mais révélaient en pratique les préjugés structurels de la société impériale. Techniciens et administrateurs systématiquement priorisés sur artistes et philosophes, hiérarchie utilitariste réduisant la valeur humaine à productivité économique mesurable et condamnant implicitement toute activité intellectuelle ou créative, comme luxe dispensable en temps de crise. Grimaldus approuvait ces évacuations tout en notant mentalement que les personnes sauvées représenteraient exactement le type d'élite bureaucratique et technique qui reproduirait les mêmes structures oppressives ayant créé les conditions de la catastrophe actuelle, cycle auto-perpétuant où chaque génération d'administrateurs formait la suivante à ses propres dysfonctionnements, jusqu'à ce que les pathologies institutionnelles deviennent indistinguables de la normalité opérationnelle. Les évacués partaient en silence, beaucoup manifestant une culpabilité visible d'avoir été choisis, tandis que leurs voisins restaient condamnés. Mais cette culpabilité s'évaporerait rapidement une fois la distance, et le temps ayant dilué leur connexion émotionnelle aux morts d'Ellsrich. Processus d'oubli thérapeutique permettant aux survivants de fonctionner sans être paralysés par le traumatisme, mais qui garantissait aussi que les leçons du désastre ne seraient jamais vraiment apprises, ni les responsables tenus comptables. Les orques atteignaient maintenant les sanctuaires les plus profonds, où s'étaient réfugiés ceux ayant renoncé à toute résistance, pour simplement attendre la mort en prière collective. Massacre qui se déroulait avec une ritualisation macabre, suggérant que même les Xénos reconnaissaient une dimension sacrée à ces espaces et modifiaient leur comportement en conséquence, non par respect, mais par une compréhension instinctive que certains lieux portaient des significations transcendant les calculs tactiques. Les prêtres mouraient en psalmodiant des litanies que personne n'entendait, sauf leur assassin. Et Grimaldus se demandait si les orques comprenaient quelque chose aux paroles prononcées, ou s'ils percevaient seulement des phonèmes dépourvus de sens, question qui soulevait l'interrogation plus large de savoir si les humains eux-mêmes comprenaient vraiment les liturgies qu'ils récitaient, ou simplement reproduisaient des patterns sonores
dont la signification originelle s'était perdue à travers des millénaires de répétitions mécaniques. Les corps retrouvés dans ces sanctuaires portaient des expressions de sérénité troublantes, paix faciale suggérant que ces victimes avaient atteint une forme d'acceptation de leur destin qui les avait libérés de la terreur affectant ceux mourant en résistant. Paradoxe où la capitulation spirituelle procurait plus de réconfort que la lutte désespérée. Observation qui contredisait toute la rhétorique impériale valorisant la résistance, jusqu'à la mort, comme seule réponse moralement acceptable face à l'anéantissement. Artarion découvrait parmi les archives du temple des confessions enregistrées des citoyens d'Elsreach durant les années précédant l'invasion, témoignages révélant une misère endémique que nulle propagande impériale ne mentionnait jamais. Population vivant dans des conditions si dégradées que certains confessaient secrètement espérer une catastrophe qui détruirait le système, les opprimant, même si cette destruction les incluait nécessairement. Souhait de mort collective qui horrifiait Artarion par son nihilisme, mais que Grimaldus comprenait viscéralement comme réaction logique à une existence si dépourvue de dignité ou d'espoir que l'annihilation semblait préférable à la continuation indéfinie de la souffrance. Ces enregistrements exposaient que l'invasion orque n'avait pas détruit une société florissante, mais simplement accéléré l'effondrement d'une structure déjà en décomposition avancée, génocide xénos parachevant un processus d'autodestruction que l'impérium lui-même avait initié par siècles de négligence et d'exploitation systématique. Grimaldus ordonnait la destruction de ces confessions, non pour censurer la vérité, mais pour protéger la mémoire des morts contre l'instrumentalisation posthume. Leur désespoir méritant d'être oublié plutôt que transformé en munitions idéologiques pour des débats théologiques ou politiques auxquels ils n'avaient jamais consenti à participer, même par le silence de la mort. Priamus rapportait avoir trouvé une bibliothèque préservée miraculeusement intacte dans un secteur dévasté, collection de textes pré-impériaux sur philosophie et éthique que les censeurs avaient apparemment manqué lors des purges initiales suivant la conquête d'Armageddon, survie accidentelle de pensées interdites, qui offraient des cadres conceptuels pour critiquer les fondements mêmes de l'idéologie impériale. Il lisait des passages à Grimaldus durant les accalmies nocturnes, textes argumentant que la souffrance ne possédait aucune valeur intrinsèque, et que les systèmes la perpétuant méritaient démantèlement indépendamment de leur ancienneté ou de leur justification théologique, propositions qui auraient valu l'exécution immédiate à leurs auteurs, mais qui résonnaient avec une vérité que Grimaldus ne pouvait réfuter intellectuellement, même s'il les rejetait par loyauté institutionnelle. Ces philosophes oubliés avaient anticipé avec une précision dérangeante les pathologies exactes qu'incarnait l'impérium, comme si les architectes de l'Empire galactique avaient délibérément construit le système que ces penseurs avaient identifié comme pire configuration possible de gouvernance humaine. Ou peut-être que toutes les civilisations suffisamment vastes convergeaient inévitablement vers les mêmes structures oppressives, indépendamment des intentions de leurs fondateurs. Déterminisme institutionnel suggérant que la tyrannie n'était pas aberration, mais équilibre naturel de tout système politique à échelle impériale. Grimaldus écoutait ces lectures et sentait quelque chose se fissurer dans sa certitude, non une conversion aux idées hérétiques, mais une reconnaissance que ses convictions reposaient sur foi plutôt que raison. Distinction qu'il avait toujours su intellectuellement, mais qu'il expérimentait maintenant viscéralement, comme perte d'une innocence idéologique qu'il ne pourrait jamais récupérer.